Bona tarda, ara ja hi som tots i podem començar aquesta nova sessió del cicle d'enguany organitzat per l'Institut Europeu de la Mediterrània i el Club d'Europa Barcelona. Avui és un dia peculiar perquè, a més del cicle, o de la tercera sessió del cicle que fem avui, és el dia de la llengua romaní, que ho sàpiguen, és un dia peculiar on es celebra en el món la llengua romaní. A més, hi ha una cosa important, que és el meu compleanys, que també està bé, no ho celebren tot el món, però ho celebren també, almenys a casa meva, els fills i alguns amics, i és un dia en què, a més, hem tingut la sort que una ciutat important en el món com Nova York ha optat per la resistència democràtica. Llavors, em plau moltíssim, com a ciutadà del món, que hi ha un món on els discursos de racisme, de xenofòbia, d'islamofòbia estan prenent volada, que un musulmà jove, dinàmic i amb conviccions hagi guanyat i sembla que d'una manera bastant ampla l'alcaldia de Nova York. Perdó-me aquest incís, però és que ens servia una mica... Ui, perdó, m'he oblidat. Per introduir una mica la sessió d'avui, en què parlarem de la producció de la Mediterrània. Serà el ponent qui en parlarà i li agraeixo molt la seva presència, però només alguna observació fruit de l'experiència d'aquests anys, d'aquests segles més aviat. La Mediterrània ha estat objecte d'agressions al llarg de la història. És un mar peculiar, un singular, el que tots estimem d'una manera especial, per la part de les nostres arrels més profundes, tots els que vivim al voltant d'aquesta mar tan estimada, però que ha estat objecte d'agressions peculiars i variades al llarg de tota la història. Al mateix temps ha mostrat el que jo en dic una resiliència insòlita per tot el que ha estat agredit. Serà una mentida que hagi pogut resistir com ha resistit al llarg de tots aquests segles. Ara, la impressió dels experts és que ja no queda massa marge per continuar agredint. Però tot el mal que se li ha fet històricament, la història difícil que ha viscut, més el canvi climàtic que afecta de manera també especialment significativa en aquest entorn, fa que no tinguem ja tot el temps del món per reaccionar i que és molt important que es produeixin iniciatives com la que avui ens comentarà el ponent. I és per això que estem contents i agraïts de la seva presència. Les bienvenus, nous sommes très contents de que vous soyez chez nous et vous pouvez venir quand vous voudrez. Sachez-le. C'est chez vous pour l'histoire. Moltes gràcies al ponent, moltes gràcies a la moderadora i moltes gràcies a l'IEMET per organitzar amb el Club de Roma aquestes sessions tan estimulants. Gràcies. Hola a tothom. Primer, felicitats per molts anys. Quina manera de celebrar. Exacte, quina festa tan peculiar, no? Avui em perdonareu em disculpareu que miri el mòbil, és perquè tinc les preguntes. Us prometo que estic molt present. I passarem al francès. On va passer au français. Aujourd'hui, on va parler de deux choses que je pense, surtout les citoyens de Catalogne, on a l'impression de comprendre très bien, mais que souvent, en fait, on ne connaît pas si bien que ça. Et c'est la Posidonie, mais aussi les aires marines protégées. On connaît la Posidonie parce qu'on l'a vu dans notre côte, aux îles Baléares, elle est présente dans nos vies si on fait de la plongée. Et pourtant, beaucoup de gens ne savent pas l'importance de cette espèce en Méditerranée qui aide à soutenir 20% de notre biodiversité marine. On ne sait pas non plus qu'elle est un puits de carbone super important. Et on parle d'aires marines protégées, on sait qu'on a l'objectif de 30 pour 30, et pourtant, on ne sait pas exactement ce que c'est une aire marine protégée, ou à quoi ça sert, et comment on fait pour qu'elle soit vraiment efficace. Parce qu'on a beaucoup de ce qu'on appelle aires marines en papier. Techniquement, on a décidé, mais dans la réalité, ce n'est pas des zones protégées. Et je pense qu'on ne pourrait pas avoir un meilleur
speaker pour aujourd'hui, que Yacine. Il va falloir que je lise sa bio parce que il est un énorme expert en biodiversité marine et le cofondateur et président de Tunisie. On va parler plus de son organisation. Mais Yacine Ramzi, il a travaillé depuis, si je ne me trompe pas, 2010 pour le plan d'action pour la Méditerranée du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et il a aussi cofondé cette association dont on va parler. Il vient de la Tunisie, un voisin méditerranéen. Et j'aimerais bien en fait commencer avec un peu de ton parcours. Comment est-ce que tu as commencé ta carrière dans la protection de la Méditerranée? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te dédier à la mer spécifiquement? Merci pour cette question, mais je vais commencer peut-être pour remercier cette invitation. C'est l'Espagne, c'est le pays méditerranéen où j'ai visité le plus. C'est ma 16e fois. Et ma première fois, c'était à Barcelone, en tant qu'étudiant au centre de recherche avancée à Blanes, Nord. J'ai fait ma thèse sur les herbiers de Posidonie en collaboration avec l'Université de Barcelone, avec l'équipe de Javier Romero et tous les chercheurs espagnols. J'ai travaillé sur les aires marines protégées et j'ai appris aussi comment gérer une aire marine protégée à l'aire marine protégée Nueva Tabaca, à Santa Pola et à l'équipe de l'Université de Barcelone, avec, pas Barcelone, mais Alicante, le professeur Alfonso Ramos et tous ces experts espagnols. Et à chaque matin, lorsque je me lève de chez moi pour aller au travail, je passe à côté d'un petit château bâti par les Espagnols dans un lac à Tunis. Donc, je dis toujours que la Méditerranée, c'est un mélange de cultures. Je pense que si on fait l'ADN de Yassine, on va trouver de l'ADN espagnol, de l'ADN turc, de l'ADN phénicien, de l'ADN romain. Et ça, c'est la mer Méditerranée. Je n'ai jamais pensé à faire ce travail en tant que chercheur scientifique. C'est juste un jeune enfant méditerranéen qui passe ses journées à pêcher des poissons, à pêcher des poulpes, à nager. En Tunisie, vers les années 86-87, est-ce qu'on peut afficher la première photo? On passait... Chaque dimanche après-midi, en Tunisie, on avait la chaîne française Antenne 2, l'ancienne chaîne française, et nous passaient les expéditions de Commando Costaud. Moi, j'avais 6-7 ans et j'étais émerveillé par ce monsieur qui explorait les mers, etc. Et j'ai pensé faire comme lui, je rêvais de faire comme lui. Donc, lorsque j'étais étudiant, mon père m'a donné l'équivalent de 100 € pour acheter mon premier téléphone portable. J'ai donné mes 100 dinars, c'était 300 dinars à l'époque, à un club de plongée pour faire mon premier diplôme de plongée. J'ai eu mon téléphone après une année, mais c'est grâce à ça, grâce au diplôme de plongée, grâce à mon diplôme de sciences biologiques, à ma passion, que j'ai fait le parcours que j'ai fait. Je n'ai jamais planifié, je ne savais pas qu'il y avait une convention qui s'appelait la Convention de Barcelone, dans laquelle je travaille actuellement. Je ne savais pas qu'il y avait des amitiés qui s'appelaient chercheurs ou scientifiques ou biologistes marins ou experts en biologie marine. Et c'est juste un enfant, un jeune méditerranéen qui aimait la mer et de petit à petit se trouvait assis à Barcelone à discuter d'aires marines protégées. C'est le destin. Et en fait, on sait qu'on a perdu aux alentours de 34% de la Posidonie en Méditerranée dans ces derniers 50 ans, ce qui est tragique. Je me demande aussi, est-ce qu'il y a eu des instants, surtout en faisant de la plongée, où tu as vu ces conséquences en réel? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, OK, là, je vois vraiment l'impact de ce qu'on a fait? L'impact, oui, c'est visible à chaque fois qu'on plonge, on voit des régressions des herbiers. Mais personnellement, la chose qui m'a poussé le plus à travailler sur les herbiers, lorsque j'ai commencé à travailler sur les herbiers, j'étais juste en train de plonger,
voilà, de profiter de mon travail de master sur les herbiers de Posidonée. Mais le point qui a fait changer, j'ai dit qu'il y a une mission à sauver les herbiers de Posidonée, je pense que c'est le même problème qui existe ici en Espagne, existe en Tunisie, c'est le nettoyage des plages. Qu'est-ce qu'on dit par nettoyage des plages? C'est les feuilles mortes de la Posidonie, Oui. parce que la Posidonie, c'est une plante qui, les feuilles tombent et tombent sur la plage. Et on a cette image des banquettes de Posidonie. Oui. Et vu que c'est un pays, la Tunisie, qui est basé sur le tourisme balnéaire, donc on a ce problème de nettoyage des plages. Et je me rappelle très bien qu'un jour, j'ai trouvé dans le journal tunisien un article où le journaliste il a dit « Maintenant, on est en train de nettoyer de la plage d'une plante parasite qui s'appelle la Posidonie ». Moi, j'ai passé 3 années de ma vie à étudier la Posidonie. Je suis tombé amoureuse de cette plante. Et de qualifier la Posidonie en tant que plante saleté et parasite, c'est choquant. Donc j'ai compris que la plus grande menace pour la Posidonie, c'est cette... voilà, on ne connaît pas la Posidonie. La méconnaissance. Ouais. Voilà. Et si on ne connaît pas quelque chose, bien sûr, on ne va pas l'aimer. Et comme Odokoso dit toujours, si on aime, on aime ce qu'on connaît, et on protège ce qu'on aime. Donc, une fois on prend conscience de l'importance de cette plante, on tombe amoureux de cette plante, et directement on va la protéger. Donc, les herbiers, j'ai passé voilà, toute ma carrière à plonger dans les herbiers, à essayer de cartographier les herbiers, parce que si on veut protéger ces plantes, on doit savoir où elles existent, et en même temps, c'est aussi de former des associations, des jeunes, des étudiants sur l'importance des herbiers de Posidonée. Génial. Ouais. Parlons un petit peu d'aire marine protégée. Déjà, qu'est-ce que c'est une aire marine protégée et pourquoi est-ce que cet outil importe? Pourquoi est-ce que c'est important comme concept? Une aire marine protégée, c'est un espace délimité. Il faut avoir vraiment des limites bien claires où on va essayer de laisser la nature tranquille, et c'est des refuges pour les espèces et la biodiversité de façon générale. On crée des aires marines protégées pour conserver la biodiversité qui existe, pour restaurer les stocks de poissons ou des ressources naturelles. Aussi, on crée des aires marines protégées pour l'éducation et la recherche scientifique. C'est très important, c'est vraiment des laboratoires à l'état naturel pour la recherche scientifique. On crée des aires marines protégées parce que toutes les études ont démontré leur rôle très important de lutte contre le changement climatique, soit à travers la séquestration de carbone, et toutes les études ont démontré que l'herbier de Posidonie est l'un des écosystèmes les plus importants en termes de séquestration de carbone. Aussi, ces écosystèmes, lorsqu'ils sont en bon état, ils ont aussi une résilience très importante, donc on va avoir moins d'érosion côtière, érosion marine, etc. C'est aussi un outil de collaboration, parce que lorsqu'on crée une aire marine protégée, on doit avoir des négociations et des discussions avec les pêcheurs, avec les populations locales, donc il y a des discussions très importantes en termes de sensibilisation, en termes de communication avec la population locale et autres. Et aussi, les aires marines protégées, c'est un outil de, pas collaboration locale, mais de collaboration internationale. Parce que la Convention de Barcelone, dans laquelle je travaille, il y a un protocole spécifique pour les aires spécialement protégées et la diversité biologique. Et lorsqu'on protège une aire marine protégée à Tunis ou en Grèce ou en Espagne, c'est un patrimoine commun méditerranéen qu'on est en train de protéger. Et il y a aussi ce niveau, ce label SPAMI, c'est pour les sites d'importance pas uniquement nationale, mais d'intérêt méditerranéen, qui est très important. Et à travers ces SPAMI et aires marines protégées, on peut aussi faire de la collaboration entre pays et entre aires marines protégées. Donc c'est très important, les aires marines protégées.
On a parlé déjà assez avec de la Posidonie et de l'importance de cette espèce, mais les aires marines protégées, elles ne servent pas à protéger qu'une espèce. Non. Ouais. Alors, je voulais vous demander, est-ce que tu peux nous parler de l'importance d'une approche écosystémique de la protection naturelle, qu'il ne s'agit pas d'un type de poisson ou d'un type d'herbier? Voilà. Le dogme a changé. Depuis certaines années, on ne parle plus de protection d'une espèce. Parce que si on veut sauver une espèce, on doit sauver l'écosystème. Cette photo, c'est un herbier de Posidonie. À côté de l'herbier, vous voyez ce mollusque. Voilà, c'est Epinanobilis, c'est une espèce qui est actuellement en cours d'extinction parce qu'il y a un parasite qui a touché et a causé une pandémie. Voilà. Si on veut protéger cette espèce, il faut protéger l'habitat, qui est l'herbier de Posidonie. La même chose, je le dis toujours, pour sauver les tortues marines, on doit protéger la plage où ces tortues marines pondent contre l'érosion, contre l'utilisation anarchique, contre le nettoyage mécanique. Si on veut protéger ces tortues marines, on doit sauver aussi, lorsqu'ils vont sortir, on a un très grand problème en Méditerranée, c'est les tortues marines. Normalement, lorsqu'ils sortent du nid, ils suivent la lumière ou le reflet de la lune sur la mer. Actuellement, lorsqu'ils sortent, ils trouvent beach party et ils vont directement dans l'autre direction. Nous, en Tunisie, par exemple, on a trouvé des tortues marines qui étaient à 500 mètres loin de la plage parce qu'ils ont suivi la pollution lumineuse. On parle maintenant de pollution lumineuse. Une fois en mer, elles doivent trouver ces bébés tortues, un écosystème qui est sain avec de l'alimentation, pas de filets fantômes, pas assez de nourriture. Et ces tortues marines aussi, c'est des espèces migratrices. Donc, la nidification peut se faire ou la ponte peut se faire en Tunisie, mais après quelques années, ils vont aller jusqu'en Turquie et revenir. Donc, si on veut sauver une espèce, il faut avoir une approche écosystémique. L'approche écosystémique, c'est pas penser uniquement biodiversité, il faut penser aussi pression. L'être humain, avec ses deux rôles, soit de rôle négatif, pollution, pression, etc., et aussi son rôle positif, conservation, restauration, etc. Et toute cette activité, ce concept, approche écosystémique, nous oblige de façon ou d'une autre à limiter nos impacts en tant qu'être humain et laisser l'environnement souffler de façon à avoir un bon état écologique pour la mer Méditerranée. Et pas que dans une seule aire marine protégée, mais dans une espèce, parce que les poissons ne restent pas à sa place. Voilà, c'est parce que maintenant on parle de réseau d'aires marines protégées. Ce n'est pas important de faire quelques kilomètres carrés qui est complètement isolé. Voilà. Si on veut vraiment conserver la biodiversité, il faut avoir un réseau d'aires marines protégées qui sont connectés, où les poissons peuvent se déplacer librement ou avoir un corridor pour certaines espèces qui sont migratrices. Et ça me fait penser, ça devait être assez difficile pourtant de surveiller ou d'évaluer les conditions d'un écosystème entier. Parce que du coup, ce n'est pas une question de compter un type de poisson à un autre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, je sais que tu as travaillé dans le développement précisément de méthodologies. Est-ce que tu peux parler de pourquoi est-ce qu'on a besoin de méthodologies uniques et compréhensibles et ça fait quoi d'essayer d'établir ça dans des pays différents ou dans des régions différentes? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est avoir une mer Méditerranée qui est en bon état écologique. En bon état écologique, comment on va faire l'évaluation? Est-ce qu'on est dans un bon état écologique ou non? C'est avoir des programmes de surveillance qui sont intégrés et partagés par tous les pays méditerranéens. Ce que nous ramène à l'IMAP, ce programme de surveillance intégrée qui a été adopté par les parties contractantes de la Convention de Barcelone depuis 2016. Donc tous les pays méditerranéens, les 21 pays plus 1 qui est l'Union européenne, ils ont adopté ce programme de surveillance où on a des objectifs et des indicateurs. Donc on a 11 objectifs écologiques qui sont en relation avec la biodiversité, avec la côte et l'hydrographie, avec la pollution. Et pour chaque objectif écologique, on a un nombre d'indicateurs
indicateurs qui peut être la qualité des habitats, combien de tortues on a, etc., de biodiversité, ou le niveau de pollution, ou le niveau de pression sur la mer Méditerranée. Et d'avoir des indicateurs communs qui sont appliqués par tous les pays méditerranéens avec une méthodologie commune, avec des indicateurs communs. Comme ça, on peut avoir une évaluation de la mer Méditerranée. Et chaque saison, on a ce rapport. C'est le Quality State Report, c'est l'état de la qualité de la mer Méditerranée. Après ces indicateurs et tout le travail qui est fait par les pays méditerranéens, on publie ce rapport pour savoir, le dernier rapport a été en 2023, sur l'état de la mer Méditerranée. Pourquoi? C'est pour voir dans quel niveau on se situe et apporter des solutions correctives. Si on a un niveau de pollution qui est à un niveau élevé, c'est des actions que chaque pays méditerranéen doit prendre. Voilà, on appelle ça des programmes de mesure. Actuellement, en Tunisie, je suis en train de collaborer avec les collègues en Tunisie pour élaborer le programme de mesure tunisien. Le même travail, il est fait pour chaque pays méditerranéen pour réduire ces pressions, pour atteindre le bon état écologique. Donc, chaque saison, le prochain va être en 2029, c'est pour une évaluation de la mer Méditerranée, dans quel état elle se trouve. On a des indicateurs qui sont en vert, on est en bon état écologique, par exemple, pour les tortues marines, on va discuter après, mais aussi on a des indicateurs qui sont en rouge, par exemple pour les herbiers de Posidonie qui sont sous pression, vu qu'ils reçoivent toute l'activité humaine qui est très côtière et beaucoup de pression s'exerce sur les herbiers, malheureusement. En fait, en parlant de côtes, quand on pense à des aires marines protégées, au moins, j'imagine toujours des eaux un peu comme ça, près de la côte, avec beaucoup de lumière et avec des poissons ou des herbiers qu'on peut voir. Et pourtant, la mer est profonde. Et pourtant, il y a des zones, j'ai appris qu'on les appelle des zones obscures. Ouais. Je pense que c'est à plus de 200 mètres, qui sont aussi hyper importantes pour la santé de notre mer et auxquelles on ne pense pas. Alors, est-ce qu'il y a des aires marines protégées dans ces types de zones et comment vous faites pour travailler dans cet environnement qui est moins connu? Ouais. On oublie que 80% de la mer Méditerranée est au-delà de 100 mètres de profondeur. La partie côtière, elle est vraiment, c'est la partie très proche de la côte et c'est là où on a des informations, mais on manque toujours d'informations. Mais à 80% de la mer Méditerranée, c'est des zones profondes où il n'y a pas de lumière. C'est pour ça qu'on appelle les habitats obscurs. Et ces habitats sont très fragiles, très mal connus, parce que ils se forment dans des conditions très particulières, d'absence de lumière, etc. Ils sont très importants, mais aussi très, très, très fragiles. On les protège, en les étudiant, parce que ça nécessite énormément d'équipements et beaucoup d'infrastructures. Par exemple, on a fait une expédition au Liban. C'est la création pour identifier toutes ces zones d'importance dans les zones profondes. Donc, c'est une expédition qu'on a fait avec la Fondation Oceana, avec l'IUCN Med et avec les collègues, les chercheurs libanais. Donc, on a fait une expédition dans tous les canyons libanais parce que la côte libanaise, c'est une côte très profonde. Et ils ont des canyons et on a fait des prospections pour essayer de cartographier ce qu'il existe dans ces zones profondes. On a arrivé jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Wow. C'est très difficile. On ne peut pas plonger jusqu'à 1000 mètres. Donc, on utilise des ROV, des petits robots qu'on descend et on essaie de capter des vidéos et des images sur ce qui existe au fond. Et l'objectif, c'est de créer des aires marines protégées. On manque énormément d'aires marines protégées dans des zones profondes. Jusqu'à maintenant, on a plus de mesures de conservation que d'aires marines protégées. On a des zones où c'est tout ce qui est activité telles que le chalutage, benthique, etc. est interdit. Donc, on commence à penser à des conventions pour interdire tout ce qui est extraction des minerais au niveau des zones profondes, parce que
la majorité de ces zones sont au-delà des juridictions nationales et c'est très difficile d'appliquer la réglementation dans des zones qui sont partagées. Et parfois, voilà, tout ce qui est industrie, oil and gas, etc., c'est des secteurs qui sont très puissants. Et parfois, il faut vraiment avoir des collaborations qui sont profondes, il faut avoir une conscience collective pour essayer de conserver, parce que ces habitats, une fois dégradés, c'est très difficile qu'on a fait des actions de restauration. Donc, ces types d'habitats, si on les dégrade, c'est perdu pour jamais. C'est parce qu'ils évoluent très lentement. Exactement. Et nous, on les détruit très vite. Et en parlant de conscience, en fait, vous avez déjà parlé de l'importance d'être en contact avec les populations et les locaux et de vraiment d'avoir une bonne communication avec eux dans tout ce qui s'agit d'aires marines protégées, ce qui est rarement le cas. Et vous avez créé cette association, Tunisie, que maintenant j'ai dû double-check parce que je n'y croyais pas, à 75 000 membres. Hallucinant. Est-ce que vous pouvez nous parler de pourquoi est-ce que vous qu'est-ce qui vous fait croire tellement à l'importance de la science citoyenne et de vraiment involucrer les citoyens dans tout ce qui est apprentissage scientifique? Ça a été créé c'était pas prévu. Je pense que toutes les choses que j'ai faites n'ont jamais été planifiées ou prévues. Parfois, le hasard fait les choses meilleures que la planification. Ça a été un petit groupe Facebook qu'on a créé en période de Covid. L'objectif de ce groupe Facebook, c'est de rester en contact entre amis, période de confinement. Et rapidement, c'est transformé en plateforme de sciences participatives. Avec un groupe d'amis, on commençait à faire la modération, on commençait à collecter toutes les informations. Les Tunisiens utilisent énormément Facebook. Donc, presque 80% des Tunisiens, ils ont un compte Facebook. Et nous, on a utilisé Facebook pour, sensibiliser les gens sur l'importance de l'écosystème marin, parce que les herbiers de poisonnés, ce n'est pas une saleté, des espèces introduites, on a énormément d'espèces invasives et introduites qui arrivent, et on a des phénomènes qui changent chaque jour avec le changement climatique. L'année dernière, on a trouvé un genre de pingouin en Tunisie. C'est une espèce, ça s'appelle le petit pingouin. Normalement, c'est une espèce qui vient du nord de l'Angleterre, qui arrive jusqu'à la côte nord ibérique, mais les courants d'air, ils ont changé. Ils ont ramené ces petits pingouins en Tunisie. Et ça a été une surprise pour tous les Tunisiens de trouver des espèces qui ressemblaient les pingouins en Tunisie. Et voilà, c'est grâce aussi aux sciences participatives que facilement on a trouvé l'espèce. On a fait un appel à tous les membres de Tunisie pour collecter les informations, et rapidement on a localisé tous les individus qui sont venus. Aussi, c'est une plateforme de partage d'informations. À chaque fois que, actuellement, on a lancé une campagne sur la grippe aviaire, parce que maintenant, en France, il y a plusieurs cas de grippe aviaire, et c'est la période de migration des oiseaux qui vont venir en Tunisie. Donc, on a fait l'alerte à tous les membres de l'association Tunisie et du groupe Tunisie pour faire de la surveillance et de la veille, pour une fois qu'ils ont localisé des individus morts, on contacte les autorités locales pour prendre les individus et faire des analyses, etc. Donc le groupe a été créé, et ça grandit d'une façon incroyable. On collecte énormément d'informations sur les requins, sur les tortues marines, sur les oiseaux marins, sur les herbiers, sur les espèces introduites. On commence aussi à avoir un réseau, une communauté de scientifiques, parce que toutes ces données doivent être traitées, vérifiées et traitées. Et aussi, on a des étudiants qui publient ces données. Et maintenant, on commence à se structurer pour avoir des liens avec l'administration et pour faire du plaidoyer. S'il y a des changements, s'il y a des pratiques comme le nettoyage mécanique des plages, malheureusement, ça s'est fait en pleine période de nidification de tortues marines. Voilà, donc il y a ce risque entre nettoyage et
l'émergence des tortues. Donc, on essaie avec les administrations de changer un peu les pratiques afin qu'on passe de l'observation vers aussi du changement de pratique. Et ça, c'est très important. De les éduquer. Je pense que, si je peux me permettre, on écoute souvent ce discours de les citoyens, la science, ça ne les intéresse pas. Ça ne va pas les intéresser. La mer n'intéresse à personne, la science n'intéresse à personne, blablabla. Et pourtant, votre projet montre que, évidemment, il y a de l'intérêt. C'est que des bénévoles qui vont chercher cette information parce que ça leur passionne. Quel est votre secret? Comment voyez-vous cette habilité de vraiment d'aider à la curiosité des gens à sortir de cette façon? Ça, c'est adopter un langage qui est proche du citoyen. Pourquoi nous, on a utilisé Facebook? On n'a pas créé une application spéciale. C'est parce que les Tunisiens sont sur Facebook. Donc, on est parti sur Facebook. Deuxièmement, la première publication qu'on a publiée, c'était en français ou en anglais. La majorité des gens, même si les Tunisiens sont éduqués, ils n'ont pas apprécié qu'on écrit en anglais, parce que c'est scientifique, c'est plus facile pour nous d'écrire en anglais. On a compris que si on veut toucher la majorité des gens, il faut écrire en tunisien et en dialecte tunisien. Donc, on a vraiment adopté un langage qui est proche des citoyens. Moi, je travaille dans le cadre de la Convention Barcelone et on a une liste, presque 200 d'espèces, qui sont protégées à l'échelle méditerranéenne. Le pêcheur tunisien, il ne connaît pas le nom scientifique du requin blanc, mais il a un nom, kalb bhar, chien de mer, ça c'est un requin. Donc tu dois utiliser un langage qui est proche des pêcheurs. Et on a beaucoup gagné lorsqu'on a changé notre façon de communiquer. À travers Facebook, tous les Tunisiens utilisent Facebook. Lorsqu'on parle avec un dialecte tunisien facile, très appréciable, tout le monde peut comprendre ça. Et en adoptant cette façon, on a touché tout le monde. Dernièrement, on a fait une formation pour les membres de l'association pour être des sentinelles et des observateurs. On les a formés, comment faire, etc. Beaucoup, ils nous ont dit qu'à chaque fois qu'ils vont dans un port ou dans un organisme, ils se présentent, nous, on travaille sur les tortues marines ou ces espèces, directement, vous travaillez chez Tunsi. Donc, avoir une communauté qui est aussi grande, ça, c'est très important. Autre chose, lorsqu'on a utilisé ce dialecte, ce discours simplifié, on essaie vraiment de démocratiser la science, et c'est ça l'objectif. Beaucoup de médias sont intéressés, et dans le groupe aussi, on a énormément, presque tous les médias connus en Tunisie, et à chaque fois qu'on poste un nouveau sujet sur notre page, on est directement contacté par les journalistes pour utiliser les radios, etc., comme moyen de vulgariser et disséminer ce message. Donc, il y a des relais qui sont très importants, qui sont les médias conventionnels, comme les radios, TV, etc., qu'on est en train d'utiliser. La majorité des jeunes maintenant sont sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et on a vu aussi la politique maintenant utilise les mêmes réseaux pour voilà. Utilisons ça pour la bonne cause, pour la conservation. Je pense que c'est très important. Génial. Et mes félicitations. Je pense qu'en fait, c'est cohérent. On a une étude globale sur le sentiment des gens envers la science, parce qu'on a tendance à dire des choses comme ça, comme on ne croit pas à la science, personne ne croit à la science non plus, ce qui n'est pas du tout vrai. Et en fait, le sentiment de la plupart des gens vers la science est assez positif. Et pourtant, cette étude, le plus compréhensive qu'ils ont jamais fait là-dessus, a révélé que c'est pas que les gens ne croient pas à la science, c'est que les gens pensent que les scientifiques ne croient pas à eux. Ouais. Ça nous intéresse, mais nous, on ne les intéresse pas à eux. Exactement. Et c'est pour ça qu'on désengage. C'est pour ça qu'on se dit, eux, ils s'en fichent de nous. Alors du coup, ce que vous êtes en train de faire, c'est précisément montrer ça. On s'intéresse assez pour vous parler dans le même langage, on s'intéresse assez pour aller vers où vous êtes.
Et ça fait que de l'autre partie, on se dit, ah ok, bah, c'était intéressé moi aussi. Exactement. Et c'est dans les deux sens, parce que parfois les scientifiques, moi je suis scientifique, j'ai fait ma thèse sur les recherches, je continue à faire de la science. Être scientifique, ce n'est pas de publier des articles scientifiques que personne ne va lire. On a aussi un rôle vers cette communauté, et c'est à nous de simplifier notre langage, parce que les noms scientifiques sont compliqués, parce que tout le monde n'a pas fait des études scientifiques longues pour comprendre l'intérêt, voilà. Il faut simplifier. Nous, Posidonia oceanica, c'est la Posidonie. En Tunisie, on a 6 ou 7 appellations différentes. Donc, chaque région appelle la Posidonie d'une façon différente. Les poissons, salpa, la sope, en Tunisie, on a 5 noms. Ça dépend de la période, de la taille, exactement. Donc, si on veut travailler sur ça, il faut savoir ces choses. On ne peut pas tout savoir. Mais en discutant avec les pêcheurs, on peut facilement avoir ça. Et ce que nous aussi, on a fait en Tunisie, c'est de ramener des scientifiques 1 heure en live sur Tunisie pour parler des requins, pour parler des tortues marines, pour parler des dauphins, en dialecte tunisien, de façon très simplifiée. C'est des grands professeurs scientifiques tunisiens, mais qui parlent à tout le monde. Et ça a un impact plus important que voilà, pour toucher la majorité des personnes. Aussi, faire sortir ces scientifiques de leur laboratoire, c'est très important. Et aussi, les citoyens se sentent valorisés lorsqu'on discute avec leur langage et de leur manière. Absolument. Et parce que vous les écoutez aussi, parce que leur expérience de ce qu'ils ont vu sur mer, les scientifiques, on peut en apprendre aussi. C'est pas unidirectionnel. En parlant de unidirectionnel, vous m'avez aidé à remarquer quelque chose d'assez choquant, c'est que le 97% des aires marines protégées en Méditerranée sont dans la côte nord de la Méditerranée. Ça veut dire que juste 3% de les aires marines protégées en Méditerranée sont sur la côte sud, qui est assez... très riche. Extraordinairement diverse et important aussi. Ça, c'est la carte, c'est la dernière carte qui a été produite par l'association MEDPAN et le SPARAC, où je travaille donc, dans le cadre de la Convention de Barcelone. C'est les aires marines protégées en Méditerranée. On remarque le gap. Voilà, le gap est clair. C'est 97% des aires marines protégées sont sur la côte nord de la Méditerranée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à protéger dans le sud, au contraire. Moi, j'ai eu la chance de plonger dans tous les pays méditerranéens, et surtout dans la partie sud, pour la création d'aires marines protégées, pour faire les inventaires, pour faire les cartographies, etc. C'est un processus assez long, ça prend énormément de temps. Parfois, la situation économique, sociale, l'environnement n'est pas la priorité, malgré il devrait être une des priorités parce que c'est très important aussi. Et voilà. La création d'aires marines protégées, c'est un processus assez long, assez coûteux. Il faut premièrement faire les inventaires, savoir où on va créer, qu'est-ce qu'on va protéger. Donc ça veut dire ramener des scientifiques, faire des expéditions, choisir les zones, faire des études scientifiques poussées, faire le mapping, la cartographie de la zone, identifier toutes les espèces existantes, faire le mapping de tous les acteurs, les pêcheurs, la communauté locale et toutes les interactions de la zone, élaborer des plans de gestion, etc. Il y a aussi un chiffre qui est choquant, 18%, c'est les 18% des aires marines protégées en Méditerranée, que ce soit dans le nord ou le sud, qui ont un plan de gestion. Ça veut dire qu'on a plus que 80% des aires marines protégées qui sont... On a créé une aire marine protégée, mais on n'a pas un manuel. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette aire marine protégée? Qu'est-ce qu'on va protéger? Donc l'équipe qui est sur place, si l'équipe existe, elle n'a pas de programme, de planning, de travail. Et ça aussi, c'est choquant. Mais ce qui est bizarre, mais très intéressant, c'est le contraire. Dans plusieurs pays de la rive sud de la Méditerranée, on a des aires marines protégées qui sont équipées d'équipes, ils ont une équipe de gestion, ils ont de l'équipement pour faire le travail, ils ont un plan de gestion,
mais qui ne sont pas créés en tant qu'aires marines protégées, parce que le processus de création, il est assez long. Donc, on a décidé de conserver en attendant d'avoir voilà, le cachet, parce que, comme j'ai dit, par exemple en Tunisie, on a des aires marines protégées que jusqu'à maintenant, on n'a pas le décret officiel du ministère, parce que c'est toujours pas la priorité, malheureusement. Mais l'aire marine protégée, elle est là, elle est bien gérée. On a un plan de gestion qui est actualisé chaque 5 ans. On a des résultats de conservation. C'est parmi une des meilleures aires marines protégées au niveau de la rive sud maintenant, qui s'appelle les îles Curiates. Et jusqu'à maintenant, officiellement, elle n'est pas déclarée. Mais tout le monde, y compris les citoyens, etc., pense que c'est une aire marine protégée. Et on utilise le nom aire marine protégée, malgré que ce n'est pas une aire marine protégée, parce que si on va attendre la déclaration officielle, on risque dans 5 ans de perdre toute la biodiversité. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, si on a la possibilité de conserver, on conserve, en attendant que les papiers arrivent. Ouais. C'est un peu... vous n'avez déjà parlé, mais une des raisons les plus citées, souvent dans ces contextes de le nord de l'Afrique, c'est pourquoi, s'il y a une limite de ressources et des problèmes sociétaux qui ne sont pas que les aires marines protégées, on a besoin de cet argent pour de l'éducation ou des autres infrastructures. Comment faites-vous pour naviguer ça et parfois pour expliquer l'importance des aires marines protégées en connexion à des social issues dont on ne pense pas? Cette question, c'est vraiment la question. Pour créer une aire marine protégée, pour avoir une équipe dédiée, on a besoin de budget. Et parfois, le budget n'est pas disponible sur la caisse de l'État, parce que la situation économique, parce que ce n'est pas la priorité, etc. Il y a plusieurs solutions. Il y a eu cette initiative entre Monaco, France et la Tunisie, c'est avoir un fonds fiduciaire spécifique pour les aires marines protégées. Ça s'appelle le MEDFond. Le MEDFond, il finance le fonctionnement des aires marines protégées. Il ne fonctionne pas des projets, mais il fonctionne que l'aire marine protégée, elle a un staff dédié, fonctionnel, équipé, qui fait au moins les trucs basiques nécessaires pour l'aire marine protégée. En Tunisie, maintenant, il y a 5 aires marines protégées qui sont financées par ce programme. C'est de l'argent partagé de la France et Monaco. Voilà, ils en mettent de l'argent ensemble et ça génère aussi des gains. Des gains. Voilà. Et c'est utilisé pour gérer les aires marines protégées. Et maintenant, le MEDFond, il a commencé aux îles Curiates, dans l'aire marine qui n'est pas encore déclarée. Mais maintenant, c'est devenu une règle. Donc, 5 aires marines protégées en Tunisie sont gérées de cette façon. On a au Maroc, on a en Albanie, et je pense que bientôt, il va y avoir des aires marines protégées qui sont financées par le même mécanisme au Liban. Donc, ça, c'est une façon d'avoir une aire marine protégée. Ce qui est nécessaire pour avoir ces financements, c'est d'avoir un plan de gestion. On ne va pas donner de l'argent à un groupe ou des individus qui n'ont pas un plan de gestion. Donc, c'est pour ça qu'en tant que SPARAC, notre organisation qui dépend de la Convention de Barcelone, on aide beaucoup les pays méditerranéens à avoir des aires marines protégées, à avoir des plans de gestion actualisés, etc. Génial. Dans ce procès de création d'aires marines protégées, comme on disait, les poissons ne connaissent pas les frontières. Et souvent, c'est mieux d'avoir des aires marines protégées qui eux-mêmes ne respectent pas exactement ce qu'on a sur la carte politique. Et pourtant, la diplomatie, ce n'est pas évident. On a beaucoup de pays autour de la Méditerranée et avec beaucoup d'intérêts différents. Et alors, je me demande, ce côté diplomatique de votre travail, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que ça fait et de comment vous arrivez à convaincre des pays différents ou même des régions différentes à collaborer de cette façon? Je pense que ces questions de biodiversité, c'est actuellement une des choses qui nous oblige en tant que Méditerranéens à discuter, même si on n'est pas très d'accord. Et je pense que les questions du changement climatique, ces espèces, etc., moi j'ai vu dans plusieurs réunions, on a des pays ou des scientifiques qui
vu le contexte géopolitique, ils ne sont pas d'accord dans la vie réelle, mais on peut discuter sur le phoque moine méditerranéen ou les tortues marines ou les requins, parler science, et ça laisse la possibilité à des pays ou des partenaires différents de discuter malgré la situation assez difficile. Créer des aires marines protégées entre différents pays, c'est le rêve, parce que la biodiversité, comme la pollution, ne connaissent pas les frontières nationales. Donc, on voit ça chaque jour sur les plages, par exemple, tunisiennes. On reçoit des déchets, des bouteilles de plastique qui viennent de l'Italie, de France, d'Espagne, etc. Absolument. Et aussi de la Tunisie partent soit des espèces, soit de la pollution. Et une collaboration est très importante parce que, c'est des problèmes qui sont globaux. Convention de Barcelone et des autres, toutes ces conventions, c'est aussi un travail pour assurer cette collaboration entre pays, parce que voilà, on a besoin de deux choses. On a besoin d'avoir une stratégie commune. On ne peut pas protéger en Espagne et pêcher au Maroc, donc on doit avoir une stratégie commune. Deuxièmement, cet échange de collaboration et de connaissances dans les deux sens. Par exemple, nous, en Tunisie, on a eu un problème d'espèce qui est introduite et invasive, c'est le crabe bleu. Okay. C'est un crabe qui est venu de la mer Rouge et qui a envahi le sud tunisien. Et les pêcheurs, ils ont trouvé dans leur filet des tonnes et des tonnes de ce crabe. Et en plus que ça, ce crabe, il détruit les poissons, il détruit les filets. Donc, ces pêcheurs, bien sûr, ils ont eu des difficultés économiques les premières 2 années, mais rapidement, ils se sont adaptés et ils ont changé les techniques de pêche. Ils ont maintenant des pêches avec des nasses spécifiques au crabe fantôme, pas crabe bleu. Et maintenant, on a presque une trentaine d'usines de transformation du crabe bleu pour l'export. Et ça, vraiment, on a changé cette espèce invasive en opportunité économique, et ça a réduit énormément la pression sur les poissons, les poulpes, sur les ressources naturelles. Et on a même des amis à travers ce groupe tunisien, ils pêchaient avec des techniques qui ne sont pas légales, et lorsqu'ils ont trouvé cette crabe bleu, ils se sont convertis vers une pêche réglementaire, parce que c'est devenu soutenable. Et ça, c'est une expérience purement tunisienne qui peut être utilisée. Pour les aires marines protégées, je pense que le bon exemple, c'est le sanctuaire Pelagos. C'est une aire marine protégée qui est partagée. On va voir ça après. Okay. Voilà, ça c'est le sanctuaire Pelagos. C'est entre 3 pays, c'est entre Monaco, Italie et France. Et ce que vous voyez ici, c'est la plus grande aire marine protégée qui existe en Méditerranée. Ça représente presque 4% de la surface de toutes les aires marines protégées en Méditerranée. Wow. Et c'est fait spécifiquement pour les espèces de cétacés, donc dauphins et baleines en Méditerranée. On a 8 espèces qui sont là-bas. Et cet accord qui est entre les 3 pays est pour but pour réduire l'impact, la collusion et la conservation des cétacés, de la conservation de la nature là-bas. Ça date depuis 2002 et c'est un exemple que 3 pays peuvent gérer ensemble une aire marine protégée. C'est très important de créer de grandes aires marines protégées, mais aussi d'avoir des petites qui sont connectées par un réseau. Donc ça, peut-être, ça va être l'outil qui va aider que les pays méditerranéens collaborent ensemble et avoir des collaborations pour la nature et pour les Méditerranéens en même temps. Extraordinaire. Je pense que c'est important qu'on parle précisément des bons exemples, quand on les a, et de futurs aussi. Et ça m'intéresse parce que quand même, ça fait un petit moment que vous travaillez dans ce sujet et dans cette mer spécifiquement. Et je me demande, avec le contexte et avec le retour de ces années, quels sont des trends, soi-disant, ou des changements qui vous donnent de l'espoir, où vous dites, vous voyez, quand j'ai commencé et maintenant,
on a évolué positivement dans quoi que ce soit? Quelles seraient ces aires Il de y a progrès? Je pense que malgré que la situation elle est difficile avec des pressions telles que le changement climatique qui est de plus en plus présent, mais c'est la conscience collective. Je vois ça surtout avec les jeunes. Je pense que on a hérité une mer polluée, notre génération. Eux, malheureusement, on a essayé de créer des aires marines protégées, on a essayé de conservation, on a réussi une réussite mitigée, mais cette nouvelle génération, elle est plus consciente que nous sur les problèmes environnementaux et on le voit avec ces mobilisations de jeunes, etc., pour le climat et pour l'environnement. Ça, c'est un point positif. Deuxièmement, il y a de l'espoir parce que plusieurs espèces, comme le thon rouge par exemple, avec l'ICCAT, avec ses quotas à différents pays, le thon rouge vers les années 2000, il allait disparaître. Maintenant, le thon rouge est revenu et on a du stock qui se renouvelle chaque année. Ça veut dire que lorsqu'on applique la réglementation et une pêche ciblée, on a aussi une façon de régénérer le stock. Ça marche. Ça marche. Pour les tortues marines, les deux espèces qui pondent en Méditerranée, que ce soit la tortue verte, que ce soit la tortue kawan, ils étaient classés en tant qu'espèces en danger. Maintenant, la tortue verte et la tortue kawan sont sorties de cette période de pression et les deux espèces maintenant sont considérées comme low concern. Donc, ils ne sont pas très concernés par la disparition. Ça ne veut pas dire que les pressions sont finies, ça veut dire que les moyens et les projets et les programmes qu'on a mis pour la conservation, ils ont donné des résultats. Il faut maintenir le cap et continuer comme ça. Et ça, c'est très important. Nous, en Tunisie, par exemple, on a passé dans une zone où il y a de la surveillance d'une trentaine de nids. Cette année, on a dépassé 100 nids de tortues marines. Ça veut dire que les tortues marines sont là. Et on le voit à chaque fois qu'un nouveau nid est observé par les citoyens. Ils sont rapidement, ils nous contactent, on fait le nécessaire pour sauver. Et les gens sont conscients aussi de la nature. Et aussi, on a cette adaptabilité. Donc, les Méditerranéens, ils ont cette force de s'adapter aux conditions. Donc, cette mer Méditerranée, on reçoit énormément d'espèces qui sont introduites, soit par la mer Rouge, soit etc. Et bien sûr, c'est une pression de plus sur la mer Méditerranée, mais les Méditerranéens, ils ont toujours cette capacité de s'adapter, malgré les moyens qui sont assez limités, de trouver des solutions. Et je pense que ça aussi peut aider à la conservation et à l'amélioration de la situation en Méditerranée. Et quand il s'agit de communautés, d'esprit méditerranéen, est-ce qu'il y a des exemples ou un exemple qui vous tient à cœur comme une communauté spécifique, dans un contexte spécifique, s'est mêlé ou a aidé un projet de conservation? Vous en avez déjà nommé quelques-uns, mais est-ce qu'il y a un exemple? On revient vers la photo de tortue avec le pêcheur. Je pense que ce type de photo, on le voit chaque jour nous, en Tunisie. C'est des pêcheurs qui sauvent les tortues marines. À chaque fois qu'ils trouvent des tortues marines, ils les sauvent. Et si elles sont blessées, on a des centres de soins. Et souvent, on a des pêcheurs qui nous contactent pour contacter le réseau national d'échouage ou le centre de soins pour amener les tortues marines. La même chose, si elles sont mortes, ils nous déclarent pour utiliser ces tortues marines, pour collecter les échantillons, savoir, parce que c'est une mine d'informations sur l'état de notre mer. Pour les exemples sont là. Par exemple, en Tunisie, l'autorité, elle était intelligente. Je pense qu'elle a compris que, vu la situation économique difficile, on ne peut pas gérer ces espaces naturels avec les moyens nationaux.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi une association locale à côté de l'aire marine protégée. Génial. Ils ont fait un système de cogestion. On a une administration qui est chargée d'appliquer la réglementation avec une association locale qui a une centaine de bénévoles, qui est implémentée localement. Elles connaissent les pêcheurs, elles connaissent les pratiques dans la région, et toutes les aires marines protégées actuellement en Tunisie sont co-gérées entre l'administration et une ONG. Donc les ONG, ça. ils ont cette flexibilité, cette réaction rapide, ils travaillent la nuit, ils travaillent le dimanche, ils travaillent avec des jeunes qui sont très dynamiques, et on a l'administration qui n'est pas très rapide, mais qui peut appliquer la loi. Et ça a commencé dans les îles Kuriates, donc on a commencé ça en 2017, et maintenant c'est devenu la norme. Donc toutes les aires marines protégées en Tunisie, on a des contrats de co-gestion entre l'administration et une association locale. Et ça parce qu'on a profité des avantages de chaque partenaire. On a des organisations internationales telles que le Programme des Nations Unies de l'environnement, le plan d'action de la Méditerranée, le SPARAC, nous, notre centre, pour collecter les fonds, pour trouver les projets. On a le partenaire national qui dépend du ministère de l'Environnement, qui est l'administration en charge des aires marines protégées. Et on a aussi une association locale qui est plus en contact avec les pêcheurs et avec les citoyens. Et ça a tellement bien marché que maintenant c'est devenu c'est la règle. C'est chaque aire marine protégée, on choisit l'association la plus active dans cette région et on fait un contrat de cogestion de l'aire marine protégée. Et il ne faut même pas que ce soit une association spécifique de conservation marine. Non. Ça peut être juste une association qui a Voilà, la confiance de la communauté. Voilà, et on donne à cette association les formations nécessaires, l'équipement, le staff nécessaire, et comme ça, cette association, malgré c'est une association qui travaille plus sur social, les femmes pêcheurs, etc., maintenant, on a plusieurs exemples que ces associations, vu qu'elles sont implantées localement, ils peuvent avoir un impact très intéressant. Super. Je ne sais pas s'il y a des gens qui gèrent des aires marines protégées en Espagne dans la salle, mais s'il y en a, c'est une hyper bonne idée à copier. Et en fait, c'est un peu prendre cette recette de gestion écosystémique à la gestion du parc soi-même. C'est-à-dire de la même façon qu'il ne s'agit pas que d'une espèce dans les aires marines protégées, il ne s'agit pas que d'un type de gérant. On a besoin de tous les types. On a besoin des experts, mais on a besoin aussi de parfois des gens qui sont plus près du contexte et qui vont avoir cette expertise. Chaque aire marine protégée en Tunisie, on a un comité local d'appui à la gestion qui regroupe tous les acteurs qui sont importants pour la gestion de l'aire marine protégée. Donc il y a de l'administration, il y a les pêcheurs, il y a les promoteurs touristiques, il y a les fermes aquacoles, et cette comité, elle se réunit au moins 2 années avec les gestionnaires pour, que les gestionnaires présentent le travail qui a été fait, et aussi parlent des problématiques qu'ils ont, et d'une manière collective, ils essaient de trouver des solutions. Génial. Un des problèmes, par exemple, c'est en Tunisie, on commence à avoir plusieurs fermes d'aquaculture. Voilà. Et parfois, ces fermes constituent aussi une pression pour la zone. Et je me rappelle très bien que, par exemple, pour les îles Kuriates, une ferme aquacole était installée dans la zone de l'aire marine protégée. Et lorsque ils ont discuté ensemble, le promoteur, il a décidé de se décaler un peu pour respecter l'aire marine protégée. Et malgré que le secteur économique
ferme aquacole, c'est un secteur très puissant, mais lorsque il faisait partie du comité, il a compris pourquoi on créait cette aire marine protégée. Et en tant que ferme aquacole, il ne veut pas avoir ce label négatif. Voilà. Et il a dit, OK, je respecte et je me décale un peu pour laisser la nature. Voilà. Et c'est très différent si ce message vient du gouvernement ou d'un fonctionnaire quelque part, et si le message vient de la population de cet espace qui vous dit non, on vous voit et on se rend compte de ce que vous êtes en train de faire. Exactement. C'est très difficile de gérer un espace naturel lorsqu'on a les acteurs locaux contre le projet. Si c'est contre le projet, ils vont dégrader, ils vont faire de la... Voilà. Mais une fois ils font partie, ils ont compris qu'on protège pour eux, pas pour les tortues marines. Ça change complètement. Ce pêcheur, je pense qu'il est content de lâcher les tortues marines parce qu'il sait qu'elle a un rôle très important pour l'équilibre de l'écosystème et je vais voilà. C'est ce message qu'on essaie de faire passer. On est en train de conserver pour vous, pas contre vous ou pour les tortues marines. Les tortues marines, c'est un maillon de la chaîne trophique, voilà, de l'écosystème. Et c'est un équilibre. Si les tortues marines ou l'espèce X disparaissent, on va avoir tous, même nous les humains, un problème. Donc c'est avec ce message qu'il faut, parce que souvent, lorsqu'on conserve une espèce et on ne fait pas attention à la population locale, les citoyens vont dire vous êtes en train de sauver les tortues marines et nous, on n'a pas d'argent pour faire nourrir nos enfants. Et ça, c'est un message qui ne passe pas dans des zones où on a des difficultés économiques et sociales. Ouais. Et même, on voit ça en Espagne tout le temps, mais même ici, cette tendance qu'on a à parler, par exemple, des pêcheurs comme des ennemis, comme des gens qu'on sait déjà que ça ne va pas leur plaire, on sait déjà qu'ils vont être en contre, on sait déjà, si on communique avec quelqu'un à travers du cliché, ça ne va pas créer cette relation. Les pêcheurs sont les mêmes, que ce soit des Grecs ou des Espagnols ou des Tunisiens. Ils sont toujours les plus... voilà. Mais d'une manière générale, et ce que nous, on a vu, une fois on les implique, une fois on utilise leur langage, une fois qu'on leur dit qu'on est en train de protéger pour vous, pas contre vous. Par exemple, nous, en Tunisie, lorsqu'on crée des aires marines protégées, on ne dit jamais le mot no-take zone au début. Zones qui sont complètement interdites à la pêche. Voilà. On ne dit pas ce mot. C'est eux qui vont dire on veut que cette zone soit protégée parce que c'est la zone où il y a les bébés poissons, les albins, etc. Il faut commencer pas par interdire, mais expliquer. Ça prend beaucoup de temps. Parfois, malheureusement, on n'a pas le temps, mais c'est aussi des gens qui vivent de la pêche. On ne peut pas interdire la pêche pour uniquement sauver la biodiversité. La biodiversité, elle est très importante, mais aussi, il faut qu'on prenne en considération que l'humain, comme il peut avoir un impact négatif, il peut aussi aider pour sauver cette biodiversité. Absolument. Voilà. Et le même orgueil qu'on a à amener de la bouffe ou à pêcher, c'est le même orgueil qu'on peut avoir à préserver l'environnement. C'est le même travail. Extraordinaire. Je vais finir avec une question. Si vous avez des questions, pensez-y, parce qu'on va ouvrir questions au public. Ma dernière question serait s'il y a quelqu'un ici qui, maintenant comme moi, se sent très inspiré par l'importance des aires marines protégées, comment peut-on, comme citoyen, comment peut-on nous engager là-dessus? C'est quoi votre recommandation s'il y a quelqu'un dans la salle qui dit « Ok, je veux m'engager, mais je ne travaille pas dessus ». Je pense que, vu la situation actuelle de la mer Méditerranée, ce n'est pas les scientifiques ou ce n'est pas les gestionnaires ou ce n'est pas les gens qui travaillent dans la conservation. On peut seul sauver cette mer Méditerranée. Je pense que
c'est notre responsabilité, mais c'est le devoir de chaque citoyen, maintenant en mer Méditerranée, d'aider à sauver et à conserver. Comment on peut faire? Un, c'est de connaître, parce que la plus grande menace pour cette Méditerranée, c'est qu'on ne connaisse pas l'importance de ces plantes marines comme l'herbite posidonie. Deuxièmement, c'est la pollution marine et tous les impacts négatifs en mer, ça arrive de la terre. Donc c'est notre consommation, notre utilisation, c'est la conservation de la mer, elle commence sur la terre. Ça, c'est très important. Deuxièmement, c'est pour les scientifiques, ils doivent fournir des recherches, comprendre comment ces écosystèmes ils fonctionnent, mais en termes de conservation, c'est les citoyens. On peut s'engager dans des campagnes de sciences participatives. Par exemple, en Tunisie, on collecte énormément d'informations qui sont d'une importance capitale, parce qu'un scientifique, il peut passer 1-2 heures en mer pour collecter, pour plonger, etc. Mais les citoyens, en se baladant sur la plage à faire un footing matinal, ils peuvent trouver des choses que les scientifiques, on est en train de chercher depuis des années. Ça, c'est voilà. Et c'est pour ça que c'est très maintenant, c'est un outil très puissant, cette science participative, surtout que maintenant avec la technologie, tout le monde est connecté, on peut rapidement prendre des photos et envoyer l'information. Troisièmement, c'est un engagement moral vis-à-vis de notre utilisation. Si on visite la Tunisie, j'aimerais bien qu'on visite aussi une aire marine protégée où on a des exemples concrets de conservation. Pour les jeunes, c'est votre planète et c'est votre mer. On a fait de notre mieux pour la laisser propre et en bonne santé, mais je pense que c'est à vous de vous engager, que ce soit en faisant des études en biologie marine et de la plongée, soit en consommant et en disséminant des informations qui pourraient être utiles pour l'environnement. Et aussi faire de la politique, c'est pour que nos décideurs appliquent des réglementations qui prennent en considération ces aspects conservation de la nature, parce qu'aujourd'hui, je pense que vu le contexte global et mondial, parfois l'environnement il passe au second plan, et on sait tous que en Méditerranée, notre passé c'est la mer Méditerranée, notre présent c'est la mer Méditerranée, et notre futur ce sera toujours la mer Méditerranée. Si on perd la mer Méditerranée, je pense en tant que Méditerranéen, on a perdu la chose qui nous unit le plus et la plus importante. Merci. Je pense qu'on n'aurait pas pu finir mieux. Merci beaucoup. On va... Je vais me permettre de faire une petite parenthèse, un catalan au cas où, ou en français aussi, mais il y a assez d'initiatives de sciences citoyennes marines aussi chez nous. Alors si jamais entre vous il y a des gens intéressés, peut-être vous les connaissez déjà, mais allez faire un Google, il y a tenim iniciatives semblants, tipus observadors del mar, tenim l'ICM aquí a Barcelona, tenim centres de recerca a Blanes, centres de recerca molt potents en temes de mar, que tenen moltes iniciatives ciutadanes, algunes molt populars i algunes més rares. So if you're interested, just in case this is an English-speaking person, if you're interested to Google it. I tenim ara una estoneta per preguntes. Si jamais, si vous avez des questions, quoi que ce soit, on a un micro, je pense. Si. Merci pour la conférence, c'était très intéressant. On a commencé de parler de la Posidonie. Chaque année, on perd de surface de Posidonie. Est-ce qu'il y a
et c'est important pour la captation de CO2 et tout. Est-ce qu'il y a un point de non-retour à ce, le père qu'on a de Posidonie? La deuxième question. Ok. Une étude récente a dit qu'on a sur le fond maritime 14 000 tonnes de plastique de moins de 5 mm. Est-ce qu'on a des données à la Méditerranée? Comment est la situation? Ok. Merci. Merci. Je vais commencer par la première question. Les pronostics sur les herbiers de Posidonie disent que si on continue de la même façon, dans 100 ans, on va perdre le rôle fonctionnel de la Posidonie. Parce que le plus important, ce n'est pas la plante, c'est l'herbier, l'écosystème. Et ça, ce qui est très important à conserver. Parce que parfois, les gens disent qu'on peut faire des actions de transplantation, de restauration, etc. Moi, je dis toujours que scientifiquement, on peut tout faire, mais techniquement, réellement, c'est pas faisable. Parce que le plus important, ce n'est pas d'avoir des plantes, le plus important, c'est avoir un écosystème. Et malheureusement, pour la Posidonie, c'est une plante très lente en termes de croissance, et l'écosystème, ça prend des centaines d'années pour que ça forme un herbier comme ça. Le point de non-retour, si on continue, c'est dans 100 ans, la fin de ce siècle, on peut perdre l'herbier de Posidonie. Heureusement, maintenant, on commence à avoir une conscience. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a pas commencé à changer vers des conditions qui sont favorables. Il faut continuer à faire de la pression. Par exemple, presque entre 30 et 40% des herbiers de Posidonie en Méditerranée sont entre la Tunisie et la Libye. Le golfe de Gabès, c'est la plus grande herbier de Posidonie en Tunisie, qui est sous pression parce qu'il y a beaucoup d'activités économiques, etc. Mais en Tunisie, je vois le changement. Je vois que les gens ils commencent à dire faites attention, ça c'est très important. Les banquettes de Posidonie, la majorité des hôtels actuellement en Tunisie, ils installent des posters et des panneaux pour dire que ça, c'est pas de la saleté, ça, c'est de la Posidonie, et c'est important pour la plage. Parce que la majorité des touristes qui viennent en Tunisie, ils viennent du nord de l'Europe, ne sont pas des Méditerranéens et ne connaissent pas cette plante. Et s'ils trouvent une plage avec des banquettes de Posidonie, ils vont dire que ce n'est pas la photo qu'on a vue dans la réservation sur le site web. Donc, et on a eu des problèmes où ils ont annulé, ils ont demandé aussi de l'argent, etc. Donc maintenant, il y a un changement qui commence. Voilà. Pour le plastique, je n'ai pas le chiffre exact, mais la situation, elle est terrible pour le plastique. On le voit, les quantités, moi, je suis plongeur et je plonge, et le problème, c'est le plastique qui est au fond de la mer, parce que ça, on ne peut pas le récupérer. Il est là. Je dis toujours que le problème, c'est le plastique qu'on est en train de produire aujourd'hui. Et si on ne réduit pas notre utilisation et notre consommation de plastique, la situation va être pire. Ce qui est déjà en mer, on n'a pas de solution pour ça, malheureusement. Mais le problème, on peut au moins trouver des solutions pour ne pas produire plus, parce que c'est vraiment un problème. Parce que le recyclage du plastique, ce n'est pas tout le plastique qu'on peut recycler, c'est très difficile à gérer. Et on a bâti des modèles économiques qui utilisent énormément de plastique. Et en fait, si vous êtes intéressé à la question des plastiques, on a fait une séance géniale avant la vôtre avec Ahmed Yassine, qui vient de l'Égypte.
et travaille pour cette organisation Enaleia qui bosse directement avec les pêcheurs. Oui. Elle a été fondée pour un pêcheur en Grèce. Elle travaille pour éviter déjà que les Ils jettent les plastiques en mer. exact, finissent dans l'eau, mais aussi pour les recycler et pour aider à faire une économie soutenable, de cercle là-dessus. Et c'est très, très intéressant. Et je sais qu'ils l'ont mis sur YouTube, si jamais vous avez du mal à vous endormir. Non, mais c'était vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a encore alguna pregunta? Gracias por su exposición, ¿no? Sí que es cierto que la educación es un tema muy importante porque el ciudadano medio pues, es receptor, ¿no?, de ese mensaje y en su vida, digamos, diaria y sencilla pues puede ser capaz, digamos, de entenderlo e intentar, digamos, actuar conforme a su creencia, ¿no?, a su pensamiento. Pero por desgracia yo soy de los que piensan que más que educación hay que crear quizás tendencias. ¿Por qué? Porque el pescador de Túnez que usted ha expuesto es un pescador que yo me imagino que aunque sea poderoso en Túnez, quizás no es de los que se pueden decir que son pescador intensivo. Entonces hay una pesca intensiva, hay una serie de, digamos, lobbies industriales, de plástico, de otras cosas, de otros, digamos, productos, que sí que son, digamos, también, pues tienen orejas y escuchan esa educación. Pero bueno, eso no se come. Su beneficio quizás no pasa por ahí. Entonces, estas personas, estas industrias, son capaces de introducir unas tendencias, incluso ahora mismo estamos oyendo hablar del negacionismo del cambio climático. Entonces, es como, no sé si usted ha visto la película No mires arriba, cosas que son flagrantes, que el ciudadano medio lo entiende, pero que ellos, los que más tienen poder para poder cambiar el medio ambiente del Mediterráneo, el ecosistema mediterráneo, los que tienen más medios son los que menos les interesa. ¿Cómo cree usted? ¿Eso cree usted que es así? Ok. Gracias. Je vais traduire. Alors, il dit qu'il croit à l'éducation et qu'évidemment, oui, les citoyens, si on a un temps, on peut comprendre que c'est important, mais qu'il pense qu'il y a une chose de plus importante, que c'est les tendances. Et les tendances que les gens les plus puissants, qu'il disait, ce n'est pas forcément les petits pêcheurs dont vous parlez en Tunisie, mais pourtant la pêche intensive, les plastiques, toutes ces industries extractives, c'est eux qui ont le pouvoir. Et c'est eux à qui, évidemment, on peut essayer d'éduquer, mais à la fin du jour, comme il disait, ils vont faire tout pour protéger leurs profits. Et on sait bien ça. Alors, ils se demandent déjà, est-ce que vous voyez les choses comme ça? Et si c'est le cas, comment on gère le fait que c'est les personnes les plus puissantes, celles qui sont en train d'aider à des tendances, comme il disait, par exemple le négationnisme, ou à alimenter des discours qui ne sont vraiment pas utiles. Ok. C'est vrai. Je ne vais pas dire le contraire. Je pense que ce n'est pas le problème, c'est le petit pêcheur qui pêche 5 kilos de poisson par jour pour nourrir sa famille. Ça n'a jamais été le problème. On peut l'éduquer pour dire que cette espèce, on a besoin d'un calibre bien précis, ou cette espèce elle est en danger, essayer de l'imiter. Et d'une manière générale, ce n'est pas avec ce type de personnes qu'on a les problèmes. C'est vraiment soit les grands groupes, je vais reprendre le cas de la Tunisie, on a des hôtels qui appartiennent à des grands groupes touristiques qui sont là pour avoir du profit. Ça, c'est très difficile, mais il y a comme la tendance de changer vers le côté négatif. On voit des groupes, je ne vais pas faire de la publicité, mais par exemple la chaîne Iberostar, qui est une chaîne espagnole, en Tunisie, ils ont une fondation et aussi ils ont une conscience environnementale qui est très puissante.
Et actuellement, c'est le groupe qui est en train de faire à l'intérieur du secteur touristique, d'imposer le respect de l'environnement dans l'hôtel et dans l'environnement de l'hôtel. Parfois, on a besoin des grands lobbies, mais on a besoin d'un groupe qui a une certaine conscience environnementale qui, de l'intérieur du système, parce que moi, si, en tant que scientifique et conservateur, je vais parler à un groupe touristique hyper puissant, peut-être je n'ai pas le même langage que lui pour lui faire comprendre que conserver, c'est assez positif pour lui et pourrait générer du profit à long terme et de ne pas dégrader la plage touristique. Et ça, on a des exemples. C'est vrai que ces lobbies sont là, sont très importants. Oil and Gas, ils sont là en Méditerranée, ils sont très puissants. Mais il faut continuer parce que le changement, ça vient du collectif. Et une fois la population, elle comprend que le plastique, elle a un impact négatif sur l'environnement. Maintenant, tout le monde est conscient de l'impact du micro et du nanoplastique. Et on voit toutes les études scientifiques qui montrent l'impact sur le corps humain. Si ce message simplifié arrive au maximum de personnes, je pense que ces lobbies seront obligés de changer certaines pratiques. Si on a le privilège vraiment d'être dans des démocraties, même si Oui. elles ne sont pas parfaites, on a plus de pouvoir parce que cette mandat social qu'on crée à travers de l'éducation peut être puissant, peut donner au moins un peu de courage aux politiciens de se dire si je me mets en contre du lobby, je vais gagner la confiance et les votes de certains citoyens. Et on a vu ça dans le plastique, c'est pour ça que c'est passé. Personne ne pensait au plastique, jusqu'à le grand documentaire de BBC qui a créé vraiment un trickle effect du média. Et maintenant, on ne peut pas ne pas en parler. Ouais. Et le changement, il arrive lorsqu'on prend conscience collectivement. Et je pense aussi la science participative, elle a aussi ce rôle. Ce n'est pas uniquement le citoyen qui va alerter le scientifique de la présence d'une espèce, mais aussi le scientifique qui va passer l'information pour lui dire pourquoi c'est important que tu me passes cette information. Par exemple, sur les tortues marines, c'est très important de signaler parce que cette espèce qui passe toute sa vie en mer, à l'intérieur de la tortue marine, on peut avoir une idée sur la quantité de plastique qui est en mer. On trouve souvent des débris de plastique à l'intérieur des tortues marines. Et ça, c'est un des indicateurs qu'on utilise dans cette approche écosystémique pour avoir une idée sur la quantité de plastique en mer Méditerranée. Donc, c'est vraiment un moyen de sensibiliser, pas directement, indirectement, sur ces différentes problématiques. Et après, je dis ça parce que j'étais journaliste d'investigation à l'époque, c'est important de financer le journalisme d'investigation et de payer des gens pour avoir le recours d'investiguer ces choses, de mettre la honte publiquement à des organisations ou des lobbies, parce que ça marche. Historiquement, beaucoup de ces changements de behavior, c'est passé juste parce qu'on a eu l'occasion de dire on voit ce que vous êtes en train de faire. Et maintenant, parce qu'on a des médias qui sont qui ont perdu beaucoup de pouvoir et de puissance, on a perdu la capacité de faire ça, mais c'est important aussi de le dire. Parfois, il faut mettre de la lumière, et c'est pas aux scientifiques de le faire. C'est là où nous, les communicateurs... Les scientifiques, c'est donner l'information aux journalistes pour qu'ils font le travail nécessaire pour que tout le monde soit sensibilisé à l'action. Mais c'est un écosystème où chacun joue un rôle. Ce n'est pas aux citoyens d'avoir les connaissances scientifiques pour faire ces alertes, c'est aux scientifiques de le faire. On peut le faire pour des causes environnementales, on peut le faire pour la santé publique. Et je le dis toujours parce que ces questions environnementales et santé
sont très liés. On a toujours oublié que Covid, ce virus, à la base, ce n'est pas un problème de santé, c'est un problème c'est pas normal qu'on a des animaux sauvages qui sont naturellement loin. Loin les uns des autres. Ils sont ensemble dans un marché au Wuhan, sans que ça a créé un cocktail, un nouveau virus qui a stoppé le monde complètement durant 3 années. C'est pas, à la base, ce n'est pas un problème de santé publique, c'est un problème de destruction d'habitat, de commerce illégal d'espèces qui est interdite par la loi, et tout ça a créé un virus qui a bloqué l'éducation, la santé, l'économie, et a tout bloqué. Donc ces problèmes environnementaux, si on ne prend pas conscience de leur importance, on risque vraiment d'avoir des problèmes économiques, d'éducation, de santé plus graves que ceux qu'on en fait face actuellement. Donc voilà. Merci encore Yacine. Je pense que c'est un très bon message, quelque chose à continuer à garder en tête, cette perspective écosystémique, pas que dans les aires marines protégées, mais dans la manière comme on essaie de protéger la nature. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Ok, il va falloir qu'on fasse vite. Moltes gràcies per tota l'exposició. Soc membre de SOS Costa Brava, Medi Marí, i nosaltres tenim un gran problema, 3 grans problemes per crear una àrea marina protegida. El primer, l'administració, que costa moltíssim una normativa que sigui lògica per crear-la. La segona és el turisme, la massificació de les barques turístiques que destrossen tota la Posidònia. I la tercera és la protecció contra els furtius. Aquestes àrees, en el moment que se'n van la vigilància, que en les nostres costes és molt poca, venen inclús gent de França a les Illes Medes a pescar. Així que venen de tot arreu. A Tunísia, com l'han aconseguit o han aconseguit solucionar aquests problemes? En fait, elle vient d'une association dans le nord de la Catalogne, voilà, SOS Costa Brava, et elle pose ces 3 problèmes et vous demande si vous avez réussi à le résoudre ou si vous avez des idées. Ouais. Le premier, c'est l'administration qui vraiment est... Et là, on te refuse de mettre en place des législations qui soient pratiques. La deuxième, c'est vraiment le over-tourisme. Ça, on en souffre beaucoup, surtout pour la Posidonie, c'est les ancres. Ouais. On voit tout le temps ça dans les bateaux. Moi, je fais de la voile, ça me rend folle. Et la troisième, c'est les pêcheurs sous-marins furtifs, souvent de la France même, qui viennent chez nous. Et elle dit que, les gens qui font de l'apnée, elle dit que le moment où on enlève la protection, où on n'a pas des gardiens et on n'en a pas tant que ça revient immédiatement. Alors voilà, est-ce que vous avez soit des idées, soit des exemples pour cette... En Tunisie, c'est partout en mer Méditerranée. C'est toujours le même problème, c'est le tourisme de masse, c'est cette pêche illégale et l'administration. Je pense que il n'y a pas de solution miracle s'il n'y a pas de volonté de stopper ça. C'est l'engagement des citoyens. Ça veut dire que, en tant qu'association, on a besoin d'avoir un collectif et de plaidoyer, de faire engager le maximum de personnes. On sait que le problème touristique, c'est la Méditerranée, c'est la première destination touristique dans le monde et nos mers sont malheureusement très... Pour l'ancrage du bateau, les solutions existent, c'est question de mouillage écologique, etc. Ça nécessite du budget et je pense que ça, c'est aussi trouver les partenaires nécessaires pour faire ce système de mouillage écologique. Deuxièmement, c'est pour la pêche illégale, etc., c'est la surveillance et l'application de l'administration. S'il n'y a pas une volonté vraiment
locale et politique pour stopper, il n'y a pas de solution miracle. Je pense que la seule solution que vous, en tant qu'association, pouvez faire, c'est de redire ça et de faire la pression nécessaire pour que chaque administration fait le travail qu'il doit faire. Ouais, exactement. C'est un écosystème. Ouais, au final, exactement. toujours. Merci encore pour votre temps. J'espère que vous allez continuer à suivre le travail de Yacine. Merci. Moltes gràcies per haver vingut i bona nit.